Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Parmi les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine, le processus de paix en cours en lien avec la célébration de la Journée mondiale de la paix, et également le contexte de la célébration de l'indépendance du Mali et les différentes inondations. Alors, 58 ans après, quels sont les acquis du Mali indépendant? Quel est le bilan de la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali? Comment faire face aux inondations qui se multiplient dans le pays? Ce sont les principales questions qui seront abordées dans ce forum de la presse. Nos invités, Bandjougou Danté, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, et Ramata Diaouré, journaliste consultante. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Première question à vous, Ramata Diaouré. 58 ans après, 1960-2018, le Mali est indépendant, mais est-ce que dans les faits, le pays est réellement indépendant? Merci de me poser cette question. Simple et difficile à la fois. Nous sommes nominativement effectivement indépendants. Nous avons des sièges à l'ONU, nous participons de ce que nous appelons ici la communauté internationale, nous en faisons partie. Mais dans les faits, indépendants de quoi? Indépendants de qui? Nous sommes censés avoir pris une stature en tant qu'État au niveau international, faire partie du concert des nations. Mais quel est le volume de notre pouvoir? Je pense qu'il n'est pas très audible. Et est-ce que nous sommes libres de faire exactement les choses comme nous le voulons? Je pense que non. Donc nous avons, excusez-moi, une indépendance vraiment de nom. Peut-être les atours, les parures de l'indépendance. Mais la réalité de cette indépendance, moi, je pense qu'elle reste à prouver. D'accord. À votre avis, M. Bandjougou Danté? Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, 1960-2018, nous avons les attributs d'un pays indépendant. Un siège à l'ONU, un drapeau national, l'hymne, des institutions. Et nous sommes aussi dans un État avec des frontières plus ou moins bien délimitées. Mais l'indépendance, c'est toujours par rapport à autrui et par rapport à quelque chose. Et nous pensons que le Mali, aujourd'hui, n'est pas véritablement indépendant. Véritablement indépendant sur un plan politique et sur le plan économique, la dépendance est réelle. Véritablement indépendant sur le plan politique. Pourquoi? Parce que nous constatons encore à penser, même dans la mentalité du citoyen lambda, pas des acteurs politiques seulement à un niveau supérieur, dès que les populations connaissent ou imaginent la position de la France par rapport à un candidat, immédiatement on pense que c'est ce candidat qui doit et qui va passer. Ça, c'est extrêmement important. Bon, l'indépendance économique, c'est vrai que nous sommes dans un contexte de mondialisation, mais des pays qui ont déjà leur monnaie, 14 pays, garantis par un autre pays, ces pays ne peuvent pas parler d'indépendance. Et des pays qui, en élaborant les budgets annuels dès le départ, savent très bien que c'est des budgets déficitaires et qu'ils doivent aller chercher les compléments ailleurs, on ne peut pas parler d'indépendance avec un budget vraiment déficitaire où, clairement, noir sur blanc, c'est écrit par les gouvernants, par les gouvernements que le déficit budgétaire est comblé par les aides extérieures. Donc, dès l'instant que le budget national même est bouclé par une intervention étrangère financière, alors l'indépendance cesse d'avoir le nom indépendance. D'accord. Certains pensent également que les acquis des années 1960 ne sont plus des acquis. Par exemple, avant, il y avait une bonne éducation. Le pays était assez développé qu'aujourd'hui. Bon, honnêtement, moi je crois qu'il faut essayer de placer les choses dans leur contexte. Les enjeux de 1960, les enjeux des années 80 ne sont pas les enjeux de 2018. Et c'est vrai que les pères des indépendances ont donné un sens et une substance à l'indépendance. Et ces pères des indépendances tenaient à un certain nombre de valeurs, notamment la dignité.
notamment la liberté, notamment le progrès. Voilà des choses qui étaient là. Et surtout, l'égalité et la lutte contre les complexes d'infériorité de l'homme noir vis-à-vis du colonisateur. Il fallait décomplexer les esprits, il fallait décomplexer les mentalités. Et de nos jours, les gens font toujours le lien entre les années 1960 dans le contexte de l'indépendance et nos pays dans les années 2018. Aujourd'hui, les défis ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Maintenant, que devons-nous faire pour donner à cette indépendance son sens? Il s'agira pour nous d'être des citoyens ouverts sur le monde extérieur, mais avec un objectif qui vise à mettre l'accent sur la dignité et le progrès de l'homme. Autrement dit, il s'agit de permettre aux populations, à une écrasante majorité, de satisfaire ses besoins. Besoin d'éducation, besoin d'alimentation, besoin de santé. Aujourd'hui, qu'on soit assisté par l'extérieur ou autre, si les gouvernants arrivent à permettre aux populations de vivre dignement, d'être soignés dignement, d'être logés dignement, moi je ne connais pas autre sens à l'indépendance que lorsque la dignité des hommes et des femmes d'un pays est protégée. Est-ce qu'elle est protégée? Malheureusement pas. D'accord. Alors, Ramata Diaouré, est-ce que c'est le contexte qui a changé ou est-ce que c'est l'homme malien qui a changé? Comme dit Dante, nous ne sommes pas face aux mêmes réalités. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas face au même personnel aussi. Le personnel, je dirais, politique, même s'il n'y avait pas beaucoup de partis, des années d'indépendance, jusqu'en 68, jusqu'au coup d'État en fait, avait un grand sens de l'intérêt public. Avait un grand sens de ce qu'on pourrait appeler la nation. Malheureusement, excusez-moi, ça s'est perdu. Nous sommes arrivés à un personnel politique dont on a l'impression qu'il est plus à la recherche de prébendes et de postes et de bénéfices personnels et souvent de bénéfices pécuniaires plutôt que de l'intérêt de son pays. Donc ça, c'est un gros problème. Et nous sommes aussi en train de vivre des conséquences néfastes de ce qui s'est passé dans les années 80, comme disait Dante, où quelque part le Mali était déjà sous tutelle, mais sous tutelle du FMI, de la Banque mondiale, qui ont quelque part, sous le prétexte de nous faire rentrer dans le monde moderne, mis à mal le peu de grandes réalisations qui avaient eu lieu. Nous avions une administration qui était quand même efficace, beaucoup moins corrompue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous avions des gens qui avaient un certain niveau de formation au niveau de l'enseignement. Nous avions un service de santé qui, tant bien que mal, au niveau de l'État en tout cas, fonctionnait. On a dit, alors il faut aller dans le tout privé, il faut aller dans le tout associatif, entre griffes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis à la rue, en leur disant qu'ils pouvaient aller à la retraite de manière volontaire, et on a encore des conflits sociaux liés à ça. Des enseignants, du personnel médical, dans un pays qui a de gros besoins. Et on se demande si les gens qui ont fait ça se sont même rendus compte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dividendes démographiques, on parle beaucoup de croissance démographique. Mais on se demande si les gens se sont même rendus compte à ce moment-là que quand on veut développer un pays, on prend en compte le fait que sa population est amenée, à s'accroître et secondo, à changer de nature. De plus en plus, il y a l'urbanisation, c'est mondial, c'est pas seulement malien. Et de plus en plus, la pression sur les terres, on le voit avec les changements climatiques, fait que tout le monde ne peut pas rester au village, il ne peut plus rester au village. Et donc, nous sommes arrivés dans une situation aujourd'hui où on a l'impression que les gens ne savent pas sur quel pied danser. Et on a l'impression qu'ils essaient un petit peu des solutions qu'on leur propose à droite, à gauche, sans quelque part peut-être penser réellement, en tant que Maliens, ce qu'ils voudraient de l'avenir de leur pays. Nous avons vu, il n'y a pas longtemps, une campagne électorale. Finalement, quand on écoute, tout le monde dit la même chose. Je veux ceci, je veux cela, je veux le reste. Ah bon. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est un combat de projet de société? Est-ce que c'est un combat de programme? On a l'impression que non. Et donc, j'ai l'impression que nous sommes passés d'une notion de fierté, et une fierté légitime, d'obtenir une certaine indépendance, à la volonté de construire un État, parce qu'en 60, il y avait une volonté de construire un État,
Nous sommes partis de cette situation-là et nous sommes aujourd'hui, j'ai l'impression, dans un contexte où notre État est quasiment en déliquescence. Et donc, l'État ne fait plus ne joue plus son rôle réel, n'accomplit plus les tâches qu'il devrait accomplir, qui effectivement de permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base, le minimum requis quand même pour survivre, et après avoir accès à l'alimentation, etc., pour vivre. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on ne voit plus ce qui se passe là. C'est effectivement un État, soi-disant indépendant, qui ne peut pas organiser ses élections sans aide, qui ne peut pas lancer un programme d'éducation sans aide extérieure, qui ne peut pas lancer un programme de santé sans aide extérieure, parce que lancer un programme agricole sans aide extérieure, ça ne va pas. Ouais. D'accord. Bandjougou Dante, alors est-ce que la démocratie a été une bonne chose pour le Mali ou une mauvaise chose concernant l'indépendance? Et ça, c'est une question assez intéressante. Franchement, on ne peut pas mesurer l'importance de la démocratie que lorsque on en est privé. La démocratie a toujours été une très bonne chose. Celui qui regrette la démocratie n'a pas vécu la dictature. Si vous vivez la dictature, si vous voyez les séquelles de la dictature, vous n'allez jamais penser à souhaiter la dictature à la place de la démocratie. Donc on ne doit jamais les regretter. Malheureusement, nous assistons aujourd'hui à des mises en scène qui consistent à mettre au devant de la scène la dictature comme si la démocratie avait échoué. Des soi-disant démocrates peuvent échouer sur certains aspects de la gouvernance, mais la démocratie en tant que telle n'a jamais été et ne sera jamais un échec. Donc je crois qu'il y a des vérités qu'il faut qu'on se dise. C'est grâce à la démocratie que toi et moi pouvons être dans ce studio-là pour dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous voulons. Ça, c'est extrêmement important. C'est parce qu'il y a cette démocratie-là que nous pouvons dénoncer les mauvais comportements du dirigeant sans être inquiétés. Dans la plupart des cas, ça aussi, c'est la démocratie. C'est parce qu'il y a cette démocratie que nous pouvons parler en toute liberté dans nos familles, en présence des femmes et enfants, sans être inquiétés. Mais maintenant, quel a été le bilan des représentants de la classe dirigeante de la démocratie? Là, c'est différent de la démocratie en tant que telle. En tout cas, personnellement, je ne regretterai jamais la démocratie au profit d'une dictature, quelles que soient les promesses ou les réalisations de cette dictature-là. D'accord. Amata, certains pensent qu'il faut pour le Mali une gouvernance à la rwandaise. Je ne sais pas s'il faudrait prendre le Rwanda. En tout cas, personnellement, je ne prendrais pas le Rwanda comme exemple suprême, quelles que soient les réussites de M. Kagame. Parce que peut-être que le mode de fonctionnement, pour moi, n'est pas si démocratique que ça, effectivement. Et je suis parfaitement d'accord avec Dante. La démocratie, par principe, pour moi, est la meilleure des choses. C'est la meilleure forme de gouvernance au niveau d'un État. Par contre, ce qui a manqué à mon pays, c'est le fait d'apprendre aux Maliens à intégrer ce qui s'appelle la culture démocratique. Quand nous avons des partis politiques qui font du clientélisme, qui ne sont même pas capables, de 91 à aujourd'hui, qui n'ont pas été capables d'expliquer aux Maliens lambda ce qui est contenu dans sa constitution, quand il y a des textes de loi, de quoi il s'agit, qui ne vont pas vers l'électeur potentiel tous les jours, qu'ils vont le chercher seulement que quand ils en ont besoin pour obtenir son suffrage, clairement, il y a une faillite. Le rôle du parti politique, effectivement, de chercher à conquérir et gérer le pouvoir, mais c'est aussi de former d'abord ses militants et ensuite, par couches successives, les citoyens. Ça n'a pas été fait au Mali. On faisait plus d'apprentissage de la vie sociale, de certaines normes, de certaines réalités, dans les cours de morale, qu'on avait peut-être à l'école quand nous étions plus jeunes, sous la Première République, au sein du mouvement des pionniers, que l'on ne le fait aujourd'hui. Et ça, pourtant, c'était le rôle des partis politiques. Et le Mali en a pléthore. Ça, ce travail n'a pas été fait. La deuxième chose qu'il faut aussi dire, c'est que, à partir du moment où on n'a pas expliqué ce que ça voulait dire la démocratie, si on veut dire un bombardement, on va dire Bédié Fagman, c'est-à-dire que c'est la force, c'est un pouvoir qui est octroyé par la majorité, par tout le monde. Ça ne veut pas donc dire que chaque individu est libre de faire ce qu'il veut. Malheureusement,
les mauvais comportements ont fait que, quelque part, pour certains, ça confine à l'anarchie. Alors que ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? Je grille un feu rouge en voiture ou en moto et je ne suis pas amendé. On ne me retire pas mon agent ou on ne me retire pas mon permis. Pour peu peut-être que j'ai assez dans la poche pour donner la pièce à quelqu'un. Clairement, peut-être que pour pas mal de personnes qui voient ces comportements, mais vont se dire que la démocratie confine à l'anarchie. Mais non, c'est la manière de la faire fonctionner. C'est la manière de ne pas avoir transmis cette culture-là qui fait que ça ne marche pas. Et n'oublions pas qu'on n'a pas seulement besoin de la démocratie à la grecque. Hein. Il y avait des formes de gouvernance démocratique dans nos pays, même de manière traditionnelle. C'est que quand même chaque couche, chaque frange de la population ait la possibilité de s'exprimer. Disons que dans la démocratie moderne, cette possibilité-là est offerte à tous plus largement. Il y a des gens qui peut-être avant n'avaient pas voix au chapitre, qui maintenant l'ont à cause de la démocratie. Mais il est vrai que dans un pays comme le Mali, et c'est malheureux, c'est plus un manque de gouvernance démocratique et un manque de formation démocratique et de culture démocratique qui fait que certains aujourd'hui vilipendent la démocratie qui est le meilleur, en tout cas le meilleur système pour moi de gouvernance qui existe et qui puisse exister. Certains pensent également qu'une des raisons, c'est qu'on apprend plus aux élèves maliens l'histoire occidentale que l'histoire du Mali. Ils connaissent mieux la France que les relations entre le Sénégal et le Mali, les relations entre l'Algérie et le Mali, par exemple. Mais alors là, il faut quand même se poser 2 ou 3 questions. Si on nous dit d'un côté que la démocratie, c'est quelque chose que nous avons copié des Occidentaux, et qu'on nous dit de l'autre côté que nos élèves ne connaissent que ce qui est l'histoire occidentale, normalement, ils devraient bien savoir ce que c'est que la démocratie, alors. Puisqu'il y a quand même de grands pays démocratiques là-bas. Que ce soit la France, l'Allemagne, bon, il y a même des monarchies démocratiques. Non, je pense que le gros problème au Mali, en dehors du fait que l'on me dise que comment on appelle ça, l'enseignement, les programmes, en fait, c'est ce qu'il faut dire, ce sont les curricula qui posent problème. Moi, je ne suis pas certaine que les enfants, quand même, au petit niveau, je suis mes neveux, ne connaissent pas l'histoire de nos pays et tout ça. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Parce que nous avons aussi cet excès de nous taper la poitrine avec les Sundiata, avec les Kankamoussa, avec qui vous voulez. Mais se taper la poitrine avec des glorieux ancêtres, soi-même on a un comportement un peu glorieux, je ne pense que ce n'est pas très intelligent. Par contre, effectivement, comprendre, je pense qu'il faut connaître l'histoire pour même comprendre la politique. Il faut connaître l'histoire pour connaître l'évolution d'une société. Il faut connaître son histoire pour connaître l'évolution de son propre pays. C'est clair que ça, c'est quelque chose qui doit être appris. Mais il ne faut pas aussi apprendre les choses en occultant une partie. Dans notre histoire, nous avons eu cette période de la colonisation qui, aujourd'hui, conditionne énormément de choses. Il faut dire les choses comme elles le sont. Il y a quand même eu 2 ou 3 grands moments qui conditionnent un petit peu ce qu'est le Mali. Le Mali est aujourd'hui un pays majoritairement musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les Almoravides. Sinon, il y avait des religions natives. Mais aujourd'hui, le Mali, majoritairement musulman, il y a eu ce premier contact déjà avec les Arabes. Ensuite, nous avons eu les prêtres qui sont venus et les colons qui sont venus. Pour notre cas français. Donc, ça a aussi créé des liens avec ça. Donc, nous avons un lien avec l'islam parce qu'il y a eu les Almoravides, nous avons un lien avec les Français parce qu'il y a eu la colonisation. Et dans le concert des nations aujourd'hui, ça donne le fait que le Mali est un pays qui est 13 langues nationales et une langue officielle qui est le français. Parce que c'est comme ça que le monde tourne un petit peu. Donc, nous devons connaître un petit peu ce qui se fait dans le monde. Tout comme nous devons aussi être capables de nous connaître et de nous inspirer de ce qui se fait chez nous. Mais il ne faudrait pas qu'on nous vende de ce qui se fait chez nous de manière utopique, de manière idéale, donc de manière fausse. Que l'on aille réellement à la réalité des choses. Et ça, c'est un des gros problèmes que nous avons, nous, Maliens, mais tous les Africains. Ce n'est pas pour rien que le grand rêve de Joseph Kizerbo, c'était l'histoire générale de l'Afrique, dont le premier tome est sorti il n'y a même pas 2 ans, et au prix de je ne sais pas combien de difficultés. J'aimerais savoir quelle grande université malienne, quelle grande bibliothèque malienne a au moins un exemplaire de ça, qui a même participé à sa production. Alors qu'il y a eu des appels à ce que les gens puissent donner. Moi, je sais que j'ai donné un petit quelque chose pour qu'on puisse réaliser cette histoire générale de l'Afrique. Et c'est un travail qui est validé donc par des historiens africains, avec des collègues étrangers, et qui replace l'Afrique dans son histoire, mais sur des bases réelles, avec des méthodes de recherche d'historiens. En prenant bien sûr les traces orales quand on n'a que ça, mais en prenant aussi les traces écrites, et il y en a plein.
Je suis originaire de la région de Tombouctou. Je pense que sur l'histoire quand même de mon pays, il y a beaucoup de documents là-bas. Hein. Ça aussi, ce sont des choses à valoriser. Mais est-ce que réellement nous avons eu une volonté politique, parce que là, quelque part, ça doit être porté aussi par une volonté politique, de le faire? Ou est-ce que, comme d'habitude, nous attendons que la communauté internationale, dans le cas d'espèce l'UNESCO, ou d'autres bailleurs de fonds privés étrangers, accordent plus de valeur à nos propres documents que nous-mêmes? Parce que ça aussi, c'est un problème. Donc, moi, je dis, il faut faire très attention quand on accuse les enfants apprennent ceci, les enfants regardent cela, les enfants entendent ceci. Attention. Qu'est-ce que nous-mêmes, parents aussi, nous apprenons à nos enfants? Parce que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas seulement l'école. Ce n'est pas seulement la télé. Je me rappelle qu'en son temps, moi, quand j'étais très jeune, il y avait une maison d'édition qui était à Paris, qui s'appelait Présence africaine. Moi, j'étais en France, je n'étais pas encore revenu au Mali. J'avais de grands livres pour enfants, bien illustrés, écrits en gros caractères, on pouvait déchiffrer ça facilement. Il y avait l'histoire de Sundiata dans ça. Il y avait l'histoire de Kankou Moussa dans ça. Et l'histoire de Aboubakari, Et il y avait aussi les contes. Moi, avant de venir pour la première fois au Mali, j'avais entendu parler de l'œuf de lièvre et puis de bouclier. Parce que j'étais en France, pourtant j'étais dans un système d'enseignement français, mais mes parents à la maison achetaient ça pour me le faire lire. Ils me racontaient des histoires ici. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous ne produisons plus tellement de choses comme ça. D'accord. Alors, M. Danté, certains pensent également qu'aujourd'hui, les gens ont voulu trop décorer les choses. Par exemple, quelqu'un qui vole les ressources de l'État, au lieu d'appeler cet acte vol, on utilise des termes comme corrompu, corrupteur ou enrichissement illicite. Bon, moi je pense que il faut que les règles du jeu soient respectées par tout le monde. Mais avant de revenir à cette question, j'aimerais toujours continuer dans la logique des Ramata. Quand on continue à dire que dans nos programmes d'enseignement, qu'on bombarde nos enfants avec l'histoire occidentale, moi je ne suis pas d'accord. Nos histoires ont une place importante dans les programmes d'enseignement. Mais il se trouve que dans un passé récent, les parents et la société avaient plus de temps pour l'enfant. Et aujourd'hui, ceux qui ont eu plus de temps de leurs parents n'ont pas donné une partie de leur temps à leur progéniture en s'occupant de leur formation. Et nous avons livré nos enfants à la rue et maintenant on a retiré les enfants à la rue, on leur a donné aux réseaux sociaux. Donc finalement, l'enfant ne communique pas avec sa famille, l'enfant ne communique pas avec ses oncles, l'enfant se prend comme étant le centre du monde parce que c'est l'enfant qui est l'initiateur de toutes les activités et négativement, qui les initie, qui fait leur promotion. Donc je pense que notre histoire est bel et bien enseignée dans notre système d'éducation, mais la formation de l'enfant, ce n'est pas seulement à l'école, c'est aussi à la maison, c'est aussi dans la rue. Aujourd'hui, pourquoi les gens se vantent, pour revenir à ta question, de ceux qui s'approprient les biens publics? C'est parce que cette formation a manqué. Auparavant, dire que telle personne ou telle famille est indexée pour avoir détourné l'argent public était une raison de disparaître, pour ne pas parler de suicide. L'humiliation pouvait toucher les tout petits enfants de la famille jusqu'à sa vie. Mais aujourd'hui, quand ton père n'arrive pas à le faire, c'est que c'est un clochard. Est meilleur celui qui a la possibilité de piller. Disons-nous des vérités. Et qu'est-ce qui se passe? Auparavant, les paysans s'intéressent à l'agriculture, ils nourrissent sa famille. Les politiciens, ils viennent de la ville, ils lui racontent les choses, il écoute ce qu'il doit écouter. Par respect pour lui, il ne le contredit pas parfois. Mais aujourd'hui, on a montré aux gens que personne ne peut réussir sans la politique. Tant que tu n'es pas dans une organisation politique, tant que tu n'es pas devenu maire, conseiller, député, ministre, tu ne seras rien. Et effectivement, tu n'es rien et tu ne seras rien. Tant que
on ne travaille pas à la culture du mérite en pensant que ceux-là qui travaillent politiquement sont là pour servir, pour régler les problèmes des populations, et que c'est uniquement la source de revenus que l'on prend en compte, le vol va toujours être considéré comme étant une action de bienfaisance. Mais si on apprend aux gens à aimer le pays, à servir, à être fiers de ce qu'ils font, et permettre à la famille et à la communauté d'être fiers de ce que l'autre fait, on pourra penser en ce moment que la chose politique n'est pas faite pour s'enrichir, mais elle est faite pour régler les problèmes des gens. Et c'est dans ce contexte que le Mali célèbre ses 58 ans d'indépendance. Alors cette célébration, Ramata Diaouré, est-ce qu'elle devrait se faire avec des défilés ou est-ce qu'elle devrait être une occasion de poser le débat, sensibiliser la population sur ce qu'est réellement le Mali et où est-ce que le Mali doit partir? Vous savez, ça c'est un grand problème. Je vois peu, par exemple, et pour l'avoir initié et y avoir beaucoup travaillé pendant des années, dans un journal dans lequel je travaillais, nous, chaque année, au mois du 22 septembre, nous faisions un cahier spécial. Et dans ce cahier spécial, il y avait l'histoire de comment est-ce que le Mali a été fait. Il y avait des rappels historiques sur le Mali ancien, les anciens empires. Il y avait des rappels sur les armoiries du Mali, les textes fondateurs, les personnalités. Et c'est vrai que je pense effectivement que la commémoration de la fête de l'indépendance, d'abord pour moi, elle devrait être unique. Elle ne devrait pas être mélangée à autre chose. Parce que c'est l'indépendance de tous les Maliens. C'est l'indépendance du Mali. Et donc, on célèbre la fête de l'indépendance. On ne commémore pas autre chose pour moi, normalement, le jour de l'indépendance. Et on devrait effectivement en profiter pour rappeler l'état du Mali, c'est quoi? Parce qu'on appelle, c'est la République du Mali. C'est un État. Mais qui prend le temps d'expliquer aux gens, une République, c'est quoi? Un État, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le nom Mali a été choisi? Pourquoi est-ce que... Tout ça, c'est quelque chose qui devrait trouver une place dans cette commémoration-là. Malheureusement, peut-être à l'image d'autres pays, nous aimons bien faire les défilés, les choses comme ça. Personnellement, je considère que peut-être la chose la plus importante que j'écoute, en tout cas, lorsqu'il y a la commémoration de la fin de l'indépendance de mon pays, c'est le discours du chef de l'État. Parce que normalement, il doit pouvoir indiquer quelle va être la marche qu'il va suivre dans les prochaines années, en tout cas avant la prochaine fête. Quelles sont les directions qu'il entend donner, quelles sont les idées qu'il entend amener à l'avant, quels sont les défis qu'il entend relever. Mais si malheureusement nous ne faisons que, vous m'excuserez le terme, mais je le pense comme ça, hein, donc moi je suis aussi quelqu'un de cash, que nous ne voulons faire que du folklore et du grand folklore, c'est quand même assez compliqué. Je vais vous dire une chose, moi je pense qu'il y a des gens qui ont roni cette fête du 22 septembre les 10 derniers jours, parce que moi j'ai le bureau de mon journal qui est à CI 2000, pour y accéder c'était compliqué, parce que les gens étaient en train de s'entraîner. Donc ça c'était déjà assez compliqué, c'est-à-dire qu'on empêchait les gens de se rendre sur leur lieu de travail pour préparer quelque chose qui va avoir lieu 2 heures de temps demain. Bon, il faut quand même voir ça, il faut revoir ça. Je prends encore un autre exemple, hein. De 60 à 68, moi je me rappelle que quand même le 22 septembre c'était vraiment une grande fête populaire. Tout le monde participait. Ça allait des retraites au flambeau, au mouvement des pionniers, au kermesse où les gens venaient s'amuser et tout ça. En tout cas, toutes les familles avaient l'occasion d'aller célébrer la fête de l'indépendance. Les enfants, il y avait des jeux. Les dames, à l'époque, à Ségou, il y avait des baras. Il y avait le défilé des officiels et des militaires et tout ça, mais ça, c'était vite plié. Mais c'était toute une journée où les gens célébraient réellement que c'était la fête du Mali. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous allons peut-être avoir une fête d'officiels avec des invités qui vont venir regarder nos beaux militaires, nos beaux SNJ, nos beaux gens défiler. Tout le monde très bien habillé, très beau à voir et marchant au pas. Mais je pense qu'il faut quand même que l'on rappelle que ce que normalement nous fêtons, c'est notre pays. Et être plus dans l'action que dans la démonstration. Et effectivement, essayer de faire de la transmission par rapport à ça. Et ça, malheureusement, ça fait longtemps que ça manque. D'accord, oui. Mon cher ami, à certains moments donnés de la vie de chaque pays, c'est irresponsable, c'est malhonnête de se taire sur certaines pratiques. Moi, je pense que pendant longtemps, la fête la plus importante dans notre pays n'était pas les fêtes religieuses. Hein. Les fêtes religieuses étaient
les fêtes qui avaient leurs particularités, mais en tout cas, la fête la plus importante, c'était le 22. Dans le dernier village du pays, le 22 était célébré. Vous comprenez? Par exemple, pour la fête de Tabaski, les autres fêtes là, les gens vont à la mosquée, après on vient manger. Mais pour organiser la vraie fête là, c'était vraiment le 22. Bon. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, organiser cette fête de la manière dont on voit, je pense que l'on doit avoir une certaine honte d'être heureux à la vue de certaines misères. À mon avis, hein, il faut avoir honte de mobiliser. Pas parce que l'argent qu'on va mettre dedans, ça aurait pu être investi là, mais il y a des choses là, ça ne doit pas nous ressembler. Moi, je pense que dans un pays où vous parliez d'inondation, dans un pays où, dans la capitale, on ne peut pas parfois faire, il faut faire 2 kilomètres, il faut faire beaucoup d'exercices au volant. S'il faut aller bousiller des dizaines de millions, des centaines de millions, sinon même des milliards, selon certains, moi je pense que ce n'est pas la peine. C'est l'occasion, dans le contexte actuel, à la méditation. Et moi j'aurais aimé que dans chaque région du Mali, que des segments de la société se rencontrent pour discuter. Les agriculteurs à Ségasso, les militaires à Ségou, vous comprenez? Les artistes à Bamako. Donc, ainsi de suite. Que les gens, que ce soit l'heure du bilan. Que les gens viennent avec des propositions concrètes. Pour le Mali. Là, je pense que... Et justement, parlons de paix également. Il y a le potentiel du Mali qui va être, entre guillemets, exposé lors du 22 septembre. Alors que le Mali reste confronté à un défi sécuritaire énorme. La mise en œuvre de l'accord qui peine à se réaliser. Je vous dis que ce n'est pas le moment parce que exposer un potentiel là, moi j'ai toujours considéré que ce qu'on montre lors d'un défilé là, c'est vraiment le superficiel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va montrer parce que tout le monde sait déjà ce qu'on a. Si on avait ce qu'on pensait avoir, on allait continuer à bombarder tous les jours. La preuve, c'est que les gens sont enlevés à tout moment. Donc moi, je pense que ça, c'est du folklore, c'est du spectacle. On ne va pas rentrer dans ça. Mais je pense que ce qui est très important aujourd'hui, soyons plus efficaces, soyons plus concrets, soyons plus pragmatistes, évitons les maquillages. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Alors, parlant de l'accord de paix, selon vous, quel est le bilan de la mise en œuvre de ce document? Mais l'accord de paix, c'est fini, c'est réglé. La raison, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, on a dit que l'accord n'a pas été mis en application. Un président de la République a été élu en 2013. Son gouvernement a négocié, ils sont arrivés à une conclusion. Certains même critiquaient l'accord et tout le monde parle aujourd'hui de l'application de cet accord-là. Et ceux qui sont pendant 3 ans, 4 ans, même si ça a traîné, les protagonistes ont décidé d'accompagner le premier responsable de l'État qui est le président de la République. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous dire que l'accord est bloqué. L'accord ne doit pas être bloqué à partir du moment où les signataires de l'accord sont en parfaite intelligence avec l'État. Donc, nous ne pouvons plus comprendre qu'il y a un blocage. Il y a eu des élections, n'est-ce pas? Oui. C'est les signataires de cet accord-là qui ont sécurisé, entre guillemets, les élections dans les zones compliquées, qui ont participé au processus électoral, qui ont massivement voté. Donc, nous ne pouvons plus admettre qu'il y a problème. Il ne doit plus y avoir de problème. Si réellement, tous les acteurs étatiques et groupes armés sont de très bonne foi, parce que les uns et les autres ont déjà montré qu'ils sont ensemble et qu'ils peuvent trouver des solutions à nos problèmes. Ouais. Moi, je pense que vraiment, l'accord ne doit plus souffrir de mise en application. Alors, en m'attaquant, les responsables des groupes armés, SEMA et Plateforme, disent aujourd'hui que les principaux blocages se situent au niveau du volet défense et sécurité. Ils parlent notamment du concept l'armée reconstituée et du quota qui devrait être attribué aux différents combattants, aux différents groupes armés. Disons que moi, je pense que dans la lecture de l'accord, il y a des gens qui confondent vitesse et précipitation. Mais effectivement, je dis, et je suis d'accord avec Dante, que quand on parle d'un accord qui a été mis en œuvre, il y a des parties signataires qui sont les premières parties responsables de sa mise en œuvre, et qu'effectivement, quand il s'agit de la sécurité des paisibles populations, on a l'impression qu'il y a des problèmes, mais quand il s'agit effectivement d'aller sécuriser une élection qui amène des gens au pouvoir, là, il n'y a pas de problème. Donc clairement, on a un gros débat. Et je suis d'accord avec Dante, moi il y a des gens qui ne peuvent pas venir m'opposer le fait que ça traîne de la faute de Pierre, de Paul ou de Jacques. Par contre,
étant originaire de la région de Tombouctou et de la zone de Gounam, jusqu'à demain, on continue là-bas d'attaquer les forêts. Ma famille vient de rentrer il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai eu peur pendant 72 heures tant que les gens m'ont pas dit qu'ils sont arrivés au village. Donc, la sécurité des personnes et des biens, elle n'est pas garantie. Mais la sécurité des urnes, elle est garantie par certains. Ça, c'est quand même assez étonnant. Donc, c'est même paradoxal. Donc, moi, je dis que quand les gens sont capables de s'entendre sur certaines choses, là, qui est la conquête du pouvoir, bon, essayez de vous mettre d'accord aussi pour qu'on mette les gens là, ils puissent commencer à vivre un peu tranquillement chez eux. Et ça, c'est ce que les gens demandent. Et je pense que la recherche de la paix au Mali, c'est ça. Il n'y a pas de conflit ethnique au Mali. Il y a beaucoup de choses qui sont instrumentalisées. Ce qui est en train de se passer dans le centre, là, c'est un déficit sécuritaire avant tout. Avant qu'on nous fasse sortir les choses en nous disant et conflit communautaire, c'est trop facile de qualifier, c'est schématique. S'il y avait réellement de la sécurité, il y a des choses qui ne se passeraient pas. Et surtout, vous connaissez la valeur de Sinangoya chez nous. Si on me dit que c'est entre les Bozo et les Dogons, entre les Peuls et les Dogons, entre les Bobos et les Dogons, c'est quoi? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a donc des choses à reprendre. Et là, comme dit Dante, moi je dirais sa phrase à l'envers. C'est que quelque part, tout ce qu'on m'oppose aujourd'hui en me disant qu'il y a des problèmes, c'est une preuve de mauvaise foi, justement. Si les gens étaient réellement de bonne foi, il n'y aurait jamais eu aucun problème à l'application de la loi. C'est qu'il y a des cas où les gens sont de bonne foi entre eux et de mauvaise foi peut-être vis-à-vis du public. C'est tout. Et il y a beaucoup de cas où les gens sont parfaitement de mauvaise foi. Il faut dire les choses comme elles sont. Je me rappelle en son temps, il y avait une boutade qui disait que le sida faisait vivre plus de gens qu'il n'en tuait. Mais j'ai l'impression que cette année, maintenant, l'accord fait vivre aussi beaucoup plus de gens qu'il ne bénéficie à certains. C'est clair. Et à l'issue de la 27e session du CSA, il y a certains responsables de ces groupes armés qui ont salué, selon eux, la mise en place d'un département chargé de la mise en œuvre de cet accord. Parce que selon eux, ça n'existait pas. Ils parlent du ministère de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation. Alors qu'il existait avant ça, le ministère de la réconciliation. Alors, est-ce que c'est peut-être que les gens qui étaient titulaires à l'époque qui ne les arrangeaient pas? C'est pour ça que je veux dire que là, on rentre dans du politique, on rentre dans du jeu. Et malheureusement, on n'est plus dans la réalité. Et ça, c'est malheureux parce que les populations souffrent et il y en a qui se rangent quelque part. Et ça, je n'admets pas ça, je trouve pas ça admissible. Il est clair que ce n'est pas l'architecture obligatoirement. S'il y a la bonne volonté, au niveau de l'accord même, il y a différentes instances qui elles-mêmes, toutes seules, permettent la mise en œuvre de l'accord. Si réellement les gens sont de bonne volonté. Toutes les instances prévues par l'accord, le mécanisme, les MOC, les mécanismes des DDR, le fait qu'il y ait le comité de suivi de l'accord, le fait qu'il y ait un représentant du président par rapport à ça, le fait qu'il y ait des cellules spécifiques pour ça, elles existent depuis la signature de l'accord. Donc ce n'est pas, je pense, un département ministériel qui vient d'être créé qui va prouver la volonté du gouvernement de mettre ça en œuvre. Le gouvernement a mis en œuvre depuis la date de la signature. C'est à lui qu'incombe la plupart des charges d'ailleurs. Donc, je dis comme dirait Dante, parlons franc. Justement, concernant cette mise en œuvre, certains groupes armés, ils sont partie prenante de cet accord pour la paix. Mais quand il s'agit de la mise en œuvre, ils disent toujours que c'est l'État, le gouvernement malien qui n'arrive pas à mettre en œuvre cet accord pour la paix. Comment comprenez-vous ça, M. Dante? Bon, de toute façon, depuis les élections, moi je considère qu'il n'y a pas plusieurs partis. Il y a des acteurs. Il y a des acteurs, à mon avis, chacun a un rôle à jouer. Dès l'instant qu'on s'est mis d'accord pour s'entendre autour de l'essentiel, qu'on se mette d'accord pour la paix. Moi, je crois que c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a plus d'accusation à formuler contre X ou bien contre Y. Que chacun fasse ce qu'il doit faire pour épargner des vies. Ce qu'il s'est engagé même à faire. C'est tout. Et justement, ces groupes armés également se disent optimistes. Ils se fixent même un délai entre 6 et 9 mois pour établir un bilan positif de la mise en œuvre de cet accord. Est-ce que vous êtes bon, dès l'instant qu'ils peuvent même donner un chronogramme pour aboutir à des résultats satisfaisants. Moi, je pense que l'État aussi ne doit attendre que ça. Mais de toute façon... Mais est-ce le premier chronogramme? Voilà. Ce n'est pas le premier. De toute façon... Nous ne pouvons plus continuer à jouer à ce spectacle-là. Déjà, 5 années sont écoulées, un second mandat commence, et ça doit être vraiment un mandat de la reconstruction du pays, du progrès, du développement. Et qu'on laisse les mesquineries et qu'on avance. Et déjà, le ton a été donné par rapport à la sécurisation des élections. Je considère qu'il ne doit plus y avoir de problème. Il ne doit plus y avoir de problème. Qu'on continue. Puis, moi, je voulais juste ajouter, quand on me parle de l'armée qui doit être recomposée, c'est très joli comme mot. Mais le problème, c'est que l'armée qui doit être recomposée, il y a eu des recrutements pour des jeunes militaires. Il y a des gens qui devraient être cantonnés
et passer par le système de DDR pour intégrer ou non l'armée. Tant qu'on ne finit pas ça, là, les gens qui demandent l'armée recomposée, comment ils veulent qu'on la crée? Il y a quand même des conditions de création. Il y a, je vous dis, il faut lire l'accord. Tout ce qui doit être fait est prévu dans l'accord. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Ce n'est pas votre faute ou de la mienne. C'est parce qu'il y a des parties signataires, des parties prenantes, des acteurs qui n'ont pas respecté les engagements qu'ils ont pris. Et malheureusement, voilà, qui ne sont pas sanctionnés. Même si, je dirais, pour moi, l'un des signaux les plus intéressants cette année ne sera pas la volonté de ceux que disent aujourd'hui les groupes armés. C'est le dernier rapport, qui a été le premier de l'Observatoire indépendant, qui, lui, va au fond des choses et qui va sortir bientôt un second rapport. Et là, ça devient intéressant parce que la sanction, il faudrait qu'elle puisse être nominative. Quand on nous dit toujours tel groupe, c'est un petit peu une nébuleuse pour les gens. La CMA, la plateforme, chacun dit ce qu'il veut dire. À l'interne, il y en a qui en reconnaissent certains, il y en a qui ne reconnaissent pas les autres. Mais dès lors que les exactions qui sont commises, le non-respect des obligations, le fait de faire des abus, dès lors que ça c'est dénoncé par les populations, c'est enquêté, c'est documenté, mais ça va mettre des gens mieux face à leurs responsabilités. Sinon, on va arriver un petit peu à ce qu'on est arrivé. Moi, je dis toujours, moi j'ai un gros problème. Nous avons 4 minutes. On va parler de l'environnement, les inondations qui se multiplient à travers le pays pendant cet hivernage. Ramata Diaouré, comment comprenez-vous cette situation? Chaque année, des inondations, des sinistrés, des personnes qui perdent tout. Mais il y a 2 ou 3 problèmes. Premier problème, nous ne sommes pas sa cause, mais nous subissons de plein fouet le changement climatique. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'en tout cas depuis 5 ans, au niveau de la saison des pluies au Mali, on s'est décalé. On a toujours une décade en juillet où il n'y a pas d'eau. Maintenant, on commence à avoir des décades en août où il n'y a pas d'eau et il pleut beaucoup en septembre. Donc, il y a une accumulation d'un grand nombre il y a de fortes précipitations en un court laps de temps. Et comme notre système de drainage n'est pas si efficace que ça, c'est problématique. Et comme nos paysans n'ont pas tous accès à des semences qui sont capables de supporter un stress hydrique et ensuite une inondation, c'est compliqué. Même pour les gens qui font du riz, c'est compliqué. Le gros problème qu'il y a, c'est que nous avons aussi, avec l'urbanisation, parce que ce n'est pas principalement les villages qui ont été le plus détruits. Ce sont souvent les gens qui sont dans des zones inondables, qui habitent dans les zones inondables, qui ont construit dans les zones inondables, qu'on a autorisé à construire dans les zones inondables, qui se retrouvent avec des choses comme ça. Et avec des habitats spontanés qui souvent ne sont pas faits dans les règles de l'art. Parce qu'il est clair que s'il y a un risque d'inondation, il y a des soubassements à faire, il y a des choses comme ça. Et une forte précipitation, 2-3 jours de suite, dans une zone où les gens ne sont pas habitués à construire en mettant des soubassements et des choses comme ça, ou qui sont sur des lits d'anciens cours d'eau, ou qui sont au bord d'anciennes mares. Justement, est-ce que ça, ce n'est pas de notre responsabilité, l'aménagement du territoire et les populations qui construisent sur les passages de l'eau? Mais vous savez, le problème, quand dans un pays où on est en train de nous dire que nous sommes maintenant en train d'élaborer un cadastre, il y a une loi sur le cadastre qui doit passer. Cette loi sur le cadastre, nous sommes à 58 ans après l'indépendance. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays qui veut justement gérer un petit peu l'urbanisation, gérer l'implantation des habitats humains, soit encore en train de chercher un cadastre? Et nous nous sommes retrouvés à quoi? Les gens vendent n'importe quoi, n'importe comment. Et les gens ont besoin de se loger. Le Mali a une population qui croît tous les ans et qui croît beaucoup tous les ans. Les gens, il leur faut un toit, il leur faut un abri. Mais quand on n'a pas peur, pour certains, de vendre des parcelles à des gens dans des zones qui sont inondables, et d'autres, on sait parfaitement qu'elles sont inondables. Quand on n'a pas peur de construire même des fois dans certains sites et de mettre en location des choses dans des zones qui sont inondables, mais on ne peut que créer les conditions de catastrophe. Et je dirais même qu'on peut remercier le ciel que ça ne soit pas pire que ça. Parce que moi, à Bamako, cette année, j'avais vraiment très très peur. Moi, j'habite à l'hippodrome. Chez moi, à Bankouni, il y a 4 ou 5 ans, ça a été des grosses frayeurs. Il y a eu quand même des morts d'hommes. Il y a eu des habitats sérieusement écroulés. D'accord. Alors, à Diré, par exemple, il y a à peu près 160 ménages, plus d'1 millier de personnes qui vivent dans des écoles à cause de ces inondations, qui n'ont plus d'habitat. Comment est-ce que ces personnes vont faire, vu que l'ouverture des écoles est prévue dans quelques jours? Bon, c'est vraiment compliqué. D'abord, il faut qu'il y ait une solidarité nationale. Solidarité des bonnes volontés, à commencer par les pouvoirs publics, les élus, et faire en sorte qu'on puisse rapidement loger les gens qui sont dans les écoles dans des conditions de dignité. Est-ce qu'il n'est pas temps, au lieu de chercher des solutions, de prévenir?
Tout à fait, tout à fait. Ramata vient de dresser quand même un tableau assez clair de la situation depuis les causes liées au changement climatique jusqu'aux causes anthropiques. Parce que c'est vrai, on parle des durées. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de caniveaux là-bas, comme à Bamako, où les gens attendent à ce qu'il y ait la pluie pour venir déverser dans les caniveaux les ordures de toute nature. Donc je crois que tout ça là sont vraiment des choses qui sont à condamner. Il y a le comportement des élus, il y a le comportement des pouvoirs publics, mais aussi et surtout il y a le comportement des populations. 30 secondes. Voilà, je voulais juste ajouter une petite chose. Les gens oublient beaucoup que ce qui se passe au nord cette année a aussi une explication qui est plus prosaïque. Quand vous avez des gens qui ont été déplacés de leur village depuis 4 à 5 ans, ils n'ont pas le temps d'entretenir leur logement. Donc, obligatoirement, première fois depuis ça tombe. Les gens qui ont l'habitude d'enduire ça tous les ans, qui ne peuvent pas le faire depuis 4-5 ans, ils fragilisent leur logement, obligatoirement. D'accord, responsabilité partagée alors que chacun joue son rôle pour la protection de l'environnement. Fin de ce forum de la presse. Merci à nos invités. Bandjougou Danté, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali Urtel, Ramata Diaouré, journaliste consultante. Forum réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Gagné Kanté et Fili Dambélé. Je suis Mohamedou Touré. À la semaine prochaine pour un prochain numéro. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.